Nous passons une grande partie de notre vie à nous comparer aux autres et à juger, consciemment ou inconsciemment. Mais pourquoi ? D'où vient ce besoin de se situer, de s'évaluer à travers l'autre ? Pourquoi avons-nous peur du regard des autres ? Ou à l'inverse, du mal à accepter certaines personnes sans les juger ? La comparaison est le voleur de la joie. Theodore Roosevelt. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Le troisième et dernier de la trilogie. Après les croyances, les injonctions la semaine dernière, autant finir en beauté avec le jugement qui cache finalement un autre mot, la comparaison. Nous allons explorer en profondeur, comme à chaque fois, les racines énergétiques et spirituelles du jugement et de la comparaison. Nous verrons comment ces mécanismes se construisent, comment votre cher et tendre ami qui vous veut du mal, c'est-à-dire votre mental, vous enferme dans ces schémas de souffrance. J'avoue, ce thème du jugement ne m'avait jamais traversé l'esprit pour en faire un épisode, même si c'est un sujet récurrent en accompagnement thérapeutique. Et puis, j'ai eu le malheur de scroller pendant les vacances de Noël sur un réseau qui n'est vraiment pas ma tasse de thé, je parle de TikTok. Alors non, je sais, je n'ai pas l'âge, je ne suis pas le cœur de cible, mais j'avoue, justement, j'ai trouvé ça violent. Tout le monde a un avis sur tout et surtout sur l'autre. Tout le monde juge, même pour la moindre petite connerie qui va prendre aussitôt des proportions à faire peur. J'étais effarée. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais là, Véro, tu es en train de juger. Peut-être. Ou juste de faire un constat sur ce monde qui crée de futurs êtres vivants sans aucune confiance en soi. À tout le temps se comparer et à se juger au point de ne plus rien faire par peur de l'autre. Il me semble, en tant que vieille, qu'il n'y ait jamais eu autant de jugements qu'aujourd'hui. Et je parlerai évidemment de l'impact des réseaux qui, non, n'existaient pas de mon temps puisque je suis un dinosaure qui a connu ce monde, sans internet ni téléphone portable. Oui, ce type de spécimen existe encore. Bon, dans un premier temps, essayons de comprendre le mécanisme du jugement et de la comparaison. Et là, il faut plonger dans le cerveau, ou plutôt notre mental, qui ne vit que pour notre monde extérieur, et donc la nécessité de se comparer. L'origine vient d'un héritage de survie. En effet, notre cerveau est programmé pour comparer et catégoriser, car cela a été un élément clé de l'évolution. À l'époque préhistorique, on y revient, se situer dans un groupe était une question de survie. Ceux qui s'adaptaient et suivaient les normes du groupe avaient plus de chances d'être protégés et de prospérer. L'isolement, en revanche, signifiait souvent un risque accru face aux prédateurs et aux dangers de l'environnement. Alors aujourd'hui, ce réflexe de comparaison et d'auto-évaluation est toujours présent, mais sous d'autres formes. Suis-je à la hauteur ? Pourquoi cette personne réussit-elle mieux que moi ? Suis-je aimé ? Suis-je accepté, par exemple ? Heureusement, nous ne sommes plus au temps de la préhistoire, mais notre mental garde ce réflexe archaïque. Il est imprimé dans notre programme de base, le fameux Windows. Je vous laisserai écouter l'épisode sur les croyances. Mais ce mental va se forger durant les premières années de notre vie, avec l'influence des premières expériences sociales. La comparaison ne se fait pas uniquement au niveau instinctif, elle est également influencée par notre environnement culturel, social, éducatif.
Dès les premières années de notre vie, nous recevons des messages implicites et explicites qui viennent façonner notre regard et notre rapport aux autres. La fameuse comparaison. Nos parents, les enseignants et tout ce qui fait figure d'autorité nous placent inconsciemment dans des cadres comparatifs. Regarde ton frère, lui il réussit mieux que toi quand même. Tu devrais être plus sage, comme ta cousine. Mais pourquoi t'es pas plus fort que lui ? T'as eu 15, ok, super, mais bon, le meilleur de la classe, il a eu combien, lui ? Ces phrases, souvent prononcées sans intention de nuire, instaurent pourtant un réflexe de comparaison systématique. Nous commençons alors à évaluer notre propre valeur en fonction des autres, plutôt que de la construire sur notre propre évolution et nos propres talents. C'est-à-dire que juste nous, par rapport à nous-mêmes, le nous d'hier avec le nous d'aujourd'hui et celui de demain. La comparaison continue avec l'âge, dans le système éducatif et professionnel. Oui, l'école, évidemment, joue un rôle central dans l'intériorisation de la comparaison. Le système éducatif repose sur des notes, des classements et des évaluations qui, bien qu'utiles pour mesurer les performances, nous conditionnent à nous définir en fonction d'un cadre externe. Un élève qui excelle se sentira valorisé et confiant, à la différence d'un élève en difficulté qui peut, lui, au contraire, développer un sentiment d'infériorité et d'incompétence qui se retrouvera dans sa vie d'adulte. Je crois de mémoire d'ailleurs que certains pays ont interdit les notes en classe, et je me souviens, il y a quelques années, mon frère m'avait dit qu'ils avaient enlevé au tennis le classement pour les enfants de moins de 7 ans pour éviter justement cette comparaison et cette compétition. Bon, j'espère sincèrement que c'est toujours d'actualité. Dans le monde du travail, ces schémas continuent à se manifester à travers les promotions, les salaires, les statuts professionnels, renforçant ainsi l'idée qu'il faut se comparer les uns aux autres pour exister. Bon, et je ne parle même pas de la comparaison homme-femme dans le milieu du travail. Bon, en même temps, tant que la femme n'accepte pas de prendre sa place de femme adulte responsable, la position de victimisation est beaucoup plus simple. Bref, je vous en ai parlé en introduction, c'est un réseau social qui m'a inspiré le thème du jour. Ah, les réseaux sociaux, armes massives de destruction de la confiance en soi et de ses propres valeurs. Un miroir déformant. Aujourd'hui, la comparaison est permanente. Nous sommes exposés à des vies soigneusement filtrées et mises en scène, renforçant automatiquement une perception biaisée de la réalité. Nous comparons souvent notre réalité brute à l'image idéalisée des autres, créant une insatisfaction chronique. Alors, contrairement aux générations précédentes dont je faisais partie, nous ne nous comparons pas seulement à nos proches ou encore les voisins et les collègues, mais maintenant à des millions de personnes à travers le monde. Et cette surstimulation crée une pression constante de performance, un sentiment d'insatisfaction perpétuelle, avec accessoirement une distorsion de la réalité qui nous fait croire que les autres mènent une vie parfaite. Or, ce que nous voyons n'est qu'une vitrine soigneusement orchestrée pour certains. Le plus beau compliment que vous puissiez me faire, c'est lorsque vous me rencontrez dans la vraie vie, sans podcast, sans réseau interposé, et me dire « Ah, mais en fait, t'es la même personne en vrai !» Ben ouais, en fait, pardon, mais j'ai rien à cacher ou à modifier, et en même temps, je sais pas faire. Mentir me fatiguerait mentalement. Ça fait d'ailleurs depuis de nombreuses années que je ne suis absolument plus personne du développement personnel sur Instagram. Oui, pour ma santé mentale. Et je ne regarde que des personnes inspirées et inspirantes, qui me motivent, tout comme les personnes qui m'entourent au quotidien. Bon, vous vous doutez bien que nous allons parler de blessures de l'âme, de l'enfant intérieur, car elles ont automatiquement une résonance dans les émotions, les pensées et donc vos croyances. Au-delà de ces influences sociales et culturelles, notre rapport à la comparaison et au jugement est souvent profondément ancré dans ces blessures émotionnelles. Et chaque blessure, issue de notre histoire personnelle, influence notre perception des autres, et donc, par effet qui se coule, de nous-mêmes. Dans l'ordre, commençons par la blessure d'abandon. L'abandon crée une peur profonde de la solitude. Alors, rappel, aimer être seul et aimer la solitude n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Non, l'une est une blessure profonde. Alors attention, comme toujours, à votre vocabulaire. La comparaison est ici un moyen inconscient d'évaluer notre importance aux yeux des autres, par peur d'être oublié, ou pire, d'être mis à l'écart. Un moyen de vérifier si l'on compte encore pour les autres, si on a toujours une place dans leur vie. D'ailleurs, un réflexe automatique, ces personnes cherchent souvent à se conformer aux attentes des autres par peur d'être mises à l'écart.
La blessure d'humiliation. Ceux qui ont vécu l'humiliation, surtout dans l'enfance, ont tendance à se juger sévèrement, en mode auto-sabotage, auto-humiliation. C'est caractéristique chez eux. Ils développent une peur viscérale du regard des autres, anticipant sans cesse la critique ou la moquerie. Cela peut mener à un perfectionnisme excessif, à une difficulté à s'exprimer librement et donc à oser prendre sa place. Soit à l'inverse, c'est une attitude défensive où la personne rejette le jugement des autres en venant critiquer systématiquement leur point de vue. La blessure d'humiliation peut pousser soit à se refermer sur soi-même et éviter de s'exposer, soit à adopter une posture d'attaque en critiquant avant d'être critiqué. Sur la blessure d'injustice, la personne développera une vision très tranchée du monde. Elle jugera souvent plus durement, cherchant à remettre de l'ordre dans un environnement qu'elle perçoit comme déséquilibré ou même injuste. Bon, en même temps, on est sur un épisode sur le jugement, injustice, juger, bon, la boucle est bouclée. La comparaison devient alors un outil d'évaluation permanente. Qui fait bien, qui fait mal, qui mérite quoi ? Cette rigidité mentale, typique du masque du rigide de la blessure de l'injustice, entraîne une exigence excessive envers soi-même et envers les autres, menant à un jugement constant et parfois sévère. Je vous parle du perfectionnisme ? Non, quand même pas. Non, vous avez un épisode dédié uniquement sur ce sujet-là. Une personne souffrant de la blessure du rejet aura tendance à chercher une validation constante à travers le regard des autres. Le besoin d'être accepté devient une priorité et toute critique ou comparaison négative peut être vécue comme une remise en question de son existence même. Ce type de personne peut développer une hypersensibilité au jugement, une peur de l'exclusion et une difficulté à affirmer ses propres choix sans l'approbation extérieure. Elle ne se sentira vivante qu'au travers des yeux des autres. Combien de fois je le retrouve lors des accompagnements ? Pour finir, la blessure de trahison. Une personne qui a été trahie dans son passé peut avoir du mal à faire confiance aux autres et peut juger rapidement pour se protéger. Cette blessure crée un besoin de contrôle et de domination sur son environnement. On compare les autres pour anticiper une éventuelle déception et on juge vite pour éviter d'être vulnérable et de montrer sa vulnérabilité. Il faut bien comprendre que ce que nous jugeons chez l'autre révèle ce que nous avons à guérir en nous. L'effet miroir. Et vous avez un épisode sur ce sujet. Nos blessures influencent nos jugements et nos réactions. Plus nous prenons conscience de ces schémas, plus nous avons la possibilité de nous en libérer et d'accéder à une perception plus juste et apaisée du monde. Car oui, ce jugement ne parle absolument pas de l'autre, mais au contraire, ce jugement ne parle que de vous. La vie des autres n'est que la vie des autres. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette image du doigt tendu vers l'autre. Je pointe du doigt pour juger. En faisant ce geste, 3 doigts de votre main sont dans votre direction. Je vous laisse réfléchir à ça. Le jugement ou la comparaison sont un miroir de soi-même, car c'est une projection de nos propres insécurités. Ce que nous percevons chez l'autre, ce que nous critiquons, ne sont en réalité qu'un reflet de quelque chose en nous qui peut être inconscient. Bon, la plupart du temps, un manque. Et il est plus facile de pointer du doigt une caractéristique chez quelqu'un d'autre plutôt que de regarder ce que cela réveille en nous. Nos jugements sont donc des fenêtres sur nos propres blocages intérieurs. Par exemple, elle est extravertie, elle en fait toujours trop. Oui, ok, une question à se poser. Pourquoi cela vous dérange-t-il ? Pourquoi êtes-vous effacé ? Est-ce que parce que vous avez peur d'être trop visible ou pire, de prendre votre place ? Un exemple d'un désir refoulé. Il se met trop en avant, il veut toujours être au centre de l'attention. Oui, ok, mais la question à vous poser est si au fond, vous aviez envie d'être plus affirmé et que vous vous interdisiez à vous exprimer. L'irritation face à quelqu'un qui ose n'est que le reflet de votre propre frustration de ne pas oser, plutôt que de vous en inspirer et de vous dire que c'est possible. Un rappel d'une blessure passée que j'ai tellement vu en accompagnement. Il est trop sûr de lui, il prend les gens de haut. Oui, ok, mais bon, posez-vous peut-être la question de pourquoi vous avez tendance à vous rabaisser.
Confiance en vous, bonjour? Ah non, pardon, justement. Elle est partie, quoi, inexistante, cette confiance en vous. Et paradoxalement, nous avons peur d'être jugés, car c'est profondément enraciné dans notre besoin d'appartenance. Dès l'enfance, nous apprenons que l'amour et l'acceptation sociale sont conditionnés. Si tu fais ce qu'on attend de toi, tu seras aimé. Si tu te comportes bien, tu seras apprécié. Et alors, si tu ne déranges pas, évidemment que tu seras accepté. Vous les voyez, les croyances et les injonctions? Ces messages conditionnent notre rapport au jugement, créant une peur de déplaire qui nous pousse à nous conformer, à rentrer dans le cadre de votre mental. Une personne ayant souffert de rejet va tout faire pour être acceptée et éviter les critiques. Elle va s'auto-censurer par peur du regard des autres. Elle évitera de s'exprimer pleinement en société par peur d'être mise à l'écart. La blessure d'humiliation entraîne chez la personne une hyper-vigilance vis-à-vis du regard des autres, avec comme conséquence une peur constante d'être critiquée et de se sentir inférieur. Cela va donc conduire à un perfectionnisme excessif, que l'on essaie d'anticiper, de corriger tout ce qui pourrait être jugé négativement. Avec la blessure d'abandon, la personne a peur d'être moins aimée si elle ne correspond pas aux attentes des autres. Elle va alors chercher à plaire à tout prix et à éviter tout comportement pouvant être jugé mauvais. Elle peut dire oui à tout, même lorsqu'elle n'en a pas envie, pour justement éviter ce rejet. Il faut donc comprendre que le jugement des autres n'est en réalité que leur propre perception, influencée par leur vécu. Leur opinion ne définit en rien votre valeur intrinsèque, car leur jugement est biaisé par leur vision du monde et leurs différentes interprétations qui ne correspondent pas à votre vision du monde. Avant, j'utilisais le terme d'échelle de jugement. Aujourd'hui, je parle de mon échelle de valeur. Et sur mon échelle de valeur, par exemple, le jugement d'Alizée, ma graphiste, a effectivement beaucoup plus de valeur que moi-même. Par contre, mon expertise en graphisme et en dessin est plus élevée que mon frère qui sait à peine dessiner un soleil dans l'angle d'une feuille. Sur mon échelle de valeur, mes correctrices, Lizzie ou Tania, ont bien plus d'importance à mes yeux que la personne qui va révéler une faute de français ou de prononciation entendue dans ce podcast. Alors déjà, heureusement que je suis en phase avec ma blessure d'humiliation, mais surtout, cela m'en dit plus sur la rigidité de la personne que sur moi-même. Puisque j'assume mes fautes, elles font partie de moi, je ne suis pas parfaite et je veux surtout pas l'être. Donc la critique ne m'atteint pas, car je connais ma valeur et que je n'ai pas besoin de me comparer. Seulement, ce jugement, du moins le jugement de votre mental, vous enferme. Lorsqu'on vit dans la crainte du jugement, on adopte des stratégies inconscientes, bien évidemment. Exemple, l'évitement. On choisit de se faire discret, d'éviter d'être exposé pour ne pas prendre le risque d'être critiqué. Un exemple typique, je préfère ne pas donner mon avis en réunion, comme ça, personne ne me jugera. Bon alors, en ayant un podcast écouté plus de 250 000 fois, évidemment que je m'expose à la critique. Et c'est ok. Mais il y a une différence entre une critique constructive et une critique destructive. Et surtout, il y a une différence entre un avis demandé ou pas, entre un ami bienveillant et un parfait inconnu. Autre stratégie, l'auto-sabotage. On se met des freins avant même d'agir, par peur d'échouer sous le regard des autres. Un exemple, je ne vais pas lancer ce projet. Les gens vont penser que ce n'est pas à la hauteur. Alors que c'est votre perfectionnisme qui vous cherche des excuses bidons et votre mental qui vous trouve pas à la hauteur. Vaut mieux fait que parfait. Ouais, je pense que c'est un peu l'emblème de ce podcast. Autre stratégie, l'attaque et la critique. Parfois, pour se protéger du jugement, on inverse, en jugeant les autres en premier. Par exemple, de toute façon, cette personne ne réussit que parce qu'elle a eu de la chance. Et combien de fois je le trouve sur des chakras de la gorge déréglés. Ça me rappelle d'ailleurs une personne. Quand elle parlait, il semblait que ses mots étaient un kalachnikov. Elle tirait, du moins ses mots blessaient tout le monde. Alors oui, il valait mieux être blindé en l'écoutant et surtout avoir bien travaillé sur soi-même pour ne pas être atteinte. Donc pour sortir de cet enfermement, de cette prison mentale, cela demande de prendre conscience que le jugement des autres n'est qu'une illusion. Nous sommes bien plus que l'opinion qu'on projette sur nous. Bon,
Vous vous doutez bien que je vais vous parler énergie et médecine traditionnelle chinoise. Oui, même pour ce sujet de jugement, car cela reste quand même un dérèglement énergétique, puisque votre mental possède son propre plan de conscience énergétique. Je vous rappelle que nos pensées et nos croyances, donc les injonctions et le jugement, influencent notre énergie et notre taux vibratoire. Bon, plutôt en bas, quand même de l'échelle. Et lorsque nous nous comparons aux autres de manière excessive, ou que nous jugeons avec sévérité, notre équilibre énergétique est perturbé. Celui qui est en première ligne, votre plexus solaire, Manipura, le centre de la confiance en soi et de l'identité personnelle. Donc une comparaison excessive l'affaiblit, créant un sentiment d'infériorité, un manque de volonté et une incapacité à affirmer sa propre valeur. Rappel, vous êtes dans ce cas dans la position de la victime. C'est pas votre faute, non. Et cela peut mener à des déséquilibres physiques comme des troubles digestifs, une fatigue chronique et une difficulté à prendre des décisions. Cela atteint également votre chakra du cœur, Anahata. Car si nous avons tendance à être durs et rigides dans notre jugement des autres, le chakra du cœur se bloque. Effectivement, vous êtes coupé de la compassion. Cela empêche l'amour inconditionnel, l'acceptation et la bienveillance, nous enfermant dans un état de méfiance et d'isolement émotionnel. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur est associé au feu. Et un excès de jugement peut provoquer une surchauffe énergétique qui se manifeste par de l'agitation, des palpitations et même de l'anxiété. Le foie, organe de la vision et de l'auto-évaluation, va être également déréglé du point de vue énergétique. Le foie, placé sur votre plexus solaire. Oh dis donc, quel hasard. En MTC, donc, le foie est l'organe clé de la vision intérieure et extérieure, car il s'ouvre aux yeux. Donc, c'est lui qui vous permet de voir ce monde, qui n'est que le reflet de votre monde intérieur. Et ce foie associé à la vésicule biliaire est responsable de la planification, de votre clarté mentale et de votre capacité à vous projeter vers l'avenir. Lorsque c'est déséquilibré, cela va se traduire par un excès de critique. Nous devenons hyper exigeants envers nous-mêmes et envers les autres, incapables d'accepter l'imperfection. Une montée de colère et de frustration se traduit par une stagnation du chi du foie, entraînant de l'irritabilité, des sauts d'humeur et une intolérance aux erreurs des autres. Vous allez avoir des tensions physiques. Oui, un foie déséquilibré crée des tensions musculaires, surtout au niveau du cou et de vos épaules, des migraines fréquentes et des troubles digestifs. Mais pourquoi le foie est-il si lié au jugement et à la comparaison ? Je vous l'ai dit, le foie gère la vision, et pas seulement physique, mais aussi symbolique. Donc un foie bloqué entraîne une vision déformée de soi et des autres, amplifiant le sentiment d'injustice et le besoin de se comparer. Une énergie du foie équilibrée permet de voir la vie avec clarté, sans se laisser envahir par les jugements et les insatisfactions constantes. Car tout simplement, vous avez conscience de votre propre valeur et que vous n'avez pas besoin de l'avis ou de l'aval des autres. Car vous vous connaissez et vous connaissez la valeur de votre travail. Personnellement, je ne demande l'avis que des personnes qui sont dans mon échelle de valeur selon leurs compétences au-dessus de moi par rapport à mes propres références, c'est-à-dire plus compétentes. Le reste ou les autres, je m'en fous. Alors certains pourraient penser que c'est un manque d'humilité, et là c'est du jugement de votre part, mais finalement, posez-vous plutôt la question de pourquoi n'avez-vous pas cette confiance en vous et en vos compétences ? Évidemment que cela m'arrive de douter tous les jours et heureusement, c'est cela qui me permet d'avancer. Mais ces doutes ne sont que sur des aspects nouveaux en cours d'apprentissage, où je vais passer par le niveau débutant pour ensuite le perfectionner en fonction de mes valeurs et du temps que je vais y passer dessus, plutôt que de me plaindre et de me positionner en victime. Il faut avoir conscience que oui, évidemment au début, on sera sûrement nul par rapport aux autres, mais eux aussi ont bien commencé un jour. Donc un foie équilibré permet une perception plus juste et détachée des autres. Il valorise la bienveillance et une évaluation saine de soi, sans tomber dans l'excès du jugement ou de la comparaison. Rappel, vous avez des épisodes sur les saisons selon LMTC et encore mieux, vous avez les replays des ateliers en ligne que j'avais faits et qui sont extrêmement complets. Alors, comment sortir du piège du jugement et de la comparaison ? Changer de regard. Voilà, ce nouvel épisode du podcast sur le jugement est maintenant terminé. Non, évidemment que non. Non, je vais développer. Mais changer de regard.
reste le meilleur et surtout le seul conseil valable. Passez de la comparaison à l'inspiration. Personnellement, je fais en sorte d'avoir autour de moi, physiquement ou même sur les réseaux, que des personnes inspirées et inspirantes, qui m'apportent de la joie et du plaisir. Et je répète, ma vie n'est pas faite de paillettes roses, de licornes et de bisounours tous les jours, mais parfois, les personnes qui vous entourent peuvent changer totalement votre journée. La comparaison n'a pas besoin d'être un poison. Donc cela signifie qu'en vous jugeant, et qu'en jugeant les autres, vous vous empoisonnez. Si nous changeons notre angle de vue, elle peut devenir un levier de croissance personnelle plutôt qu'un frein. Si une personne réussit, c'est quand même la preuve que c'est possible pour nous aussi de réussir. Au lieu de voir la réussite des autres comme un échec personnel, voyons-la comme une démonstration que nos objectifs sont atteignables. Se comparer de manière saine peut nous donner des modèles inspirants plutôt que de nous enfermer dans un sentiment d'infériorité. J'ai encouragé des personnes proches à créer leur propre podcast. Si moi, sincèrement, j'ai réussi à le faire, alors tout le monde peut le faire. Ai-je besoin de vous rappeler de pratiquer la gratitude ? Oui, voir nos forces plutôt que ce qui nous manque. En focalisant notre attention sur ce que nous avons déjà accompli, nous changeons notre perception et nous renforçons notre estime de soi. Vous avez des épisodes sur la gratitude et même sur Kaizen. Remplacez l'envie. Parce que oui, c'est l'envie et donc la jalousie qui se cachent derrière la comparaison et le jugement. Remplacez-le par de l'admiration. Si une personne incarne une qualité ou un succès que nous désirons, demandons-nous que puis-je apprendre de cette personne ? Comment puis-je l'intégrer et le changer dans ma propre vie ? Le regard que nous posons sur les autres est une invitation à ajuster notre propre perception de nous-mêmes. Transformez donc le jugement en introspection bienveillante, car finalement, ce jugement est souvent un signal de nos propres insécurités. Plutôt que de critiquer ou de se sentir inférieur, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette personne mérite-t-elle ? Pourquoi ai-je tendance à me comparer à elle ? Quelle facette de moi-même est touchée par cette comparaison ? Ça, c'est ce que je fais dans chacun de mes accompagnements conscience ancrage, car c'est un sujet récurrent avec la déconstruction des croyances et surtout tout le travail de reconstruction de confiance en soi et de son échelle de valeur. Nos jugements ne sont pas des vérités absolues, mais des reflets de nos blessures, de nos désirs et de nos frustrations refoulées. Et parfois, votre pseudo-jugement peut juste cacher de la méchanceté gratuite. Oui, humiliation, bonjour. Et quand vous jugez quelqu'un ou que vous vous sentez jugé, premier réflexe à avoir, arrêtez déjà de passer votre temps à vous juger vous-même. La comparaison et le jugement sont des pièges de votre mental, mais fort heureusement, nous pouvons les reprogrammer en cultivant un regard bienveillant sur soi-même et sur les autres. Et surtout, en travaillant sa propre valeur. Ce que nous jugeons chez les autres est souvent un miroir de nos propres insécurités. En identifiant ces réflexes, nous pouvons mieux comprendre nos blessures et du coup les guérir. Énergétiquement, libérer ces blocages active le plexus solaire et le chakra du cœur, favorisant la confiance en soi et une ouverture sincère, désintéressée aux autres. Un chemin de plus vers votre liberté intérieure. Sortir du piège du jugement et de la comparaison, c'est reprendre votre pouvoir personnel. Évidemment, puisque vous n'êtes plus dans la position de la victime. C'est apprendre à s'accepter tel que nous sommes, avec nos points forts et nos faiblesses. Et surtout, d'avoir un regard bienveillant sur soi-même et donc par conséquent sur ce monde. Car quand vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec ce monde. Et je finis ce nouvel épisode du podcast avec la règle d'or qui m'accompagne depuis ma plus tendre enfance, bien avant de tomber dans la marmite de la spiritualité. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et là, je vous parle hormones avec Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie.
Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien, également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.